Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Nous sommes le lundi 2 juin et j'en profite pour réouvrir un vlog pour enchaîner tout de suite avec le précédent parce que j'ai commencé déjà plusieurs lectures. J'aime bien me mettre ici, le seul problème c'est que je trouve que j'ai un clair-obscur là comme ça. Moitié du visage dans l'ombre, mais bon, tant pis. Oui, je voulais vous montrer, parce que j'ai déjà montré un petit peu mes dernières réceptions déjà, parce que j'ai vraiment eu des très beaux livres. Je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'on en a pour 3 heures. Puis je ferai un book haul en plus. Mais je voulais vous montrer ce que j'avais reçu dernièrement, notamment des auditions Brajolon. Alors vous savez que j'attendais avec impatience The Witcher qui devait ressortir en édition reliée, enfin le livre 1. Mais j'avais complètement oublié celui-ci qui est juste magnifique, le livre qui brisa le monde. Hein. Donc c'est la dernière trilogie de Marc Lawrence. J'ai le livre, ça y est, j'ai un trou de mémoire, ça commence bien. Le livre qui refusait de brûler, je l'ai toujours dans ma palle. Il va falloir que je tarde à le lire pour pouvoir enchaîner sur ce tome 2. Voilà, avec un magnifique jaspage, on voit un corbeau, enfin, je le trouve super beau, il y a le signé et tout, enfin, il est vraiment, bon, l'intérieur est assez simple, hein, mais il est vraiment incroyablement beau, j'adore. Il y a même un résumé du tome 1 au début, c'est vraiment super. Bon, j'ose pas trop le feuilleter pour pas me spoiler trop. Le même jour, j'ai reçu aussi en poche, je savais plus justement si celui-ci je l'avais demandé ou pas, Les Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia, qui avait, toujours chez Brajolon, qui avait écrit Mexican Gothique. Alors c'est pareil, on va suivre une jeune fille dans les années 20 en Louisiane. Apparemment, elle est occupée à récurer les soldes de la maison de son richissime grand-père. Alors, je comprends pas trop pourquoi. Peut-être qu'elle a des origines, je pense qu'elle a des origines hispaniques. Est-ce que c'est une enfant illégitime ou est-ce que c'est sa façon à lui d'éduquer ses petits-enfants? Je ne sais pas trop, mais voilà, elle va se retrouver effectivement confrontée à des dieux. Bon, c'était finaliste de prix Nibula. Ça a l'air très très bien aussi. J'ai reçu aujourd'hui. Ah bah non, je vous ai pas attendu. Je voulais faire dans l'ordre quand même. Et samedi m'a attendu enfin dans la boîte aux lettres. Celui que j'attendais depuis un moment, au point d'en oublier les autres. Donc voilà, le livre 1, le tome 1 de The Witcher, donc d'Andrzej Sapkowski. Je vais essayer de le prononcer correctement. Donc il est pas très gros, hein, mais par contre il est très très beau. Je vais vous montrer, bon, la jaquette, il n'y a rien de spécial, mais je vais vous montrer l'intérieur du livre. Il est juste magnifique, quoi. C'est vraiment très beau. À l'intérieur, il n'y a pas d'illustration, hein. Vous avez vraiment voilà, comme ça. Et puis, vous avez cette superbe épée. Derrière non plus, il n'y a rien, mais il est vraiment très beau. Comme vous voyez, je l'ai un petit peu commencé d'ailleurs. Donc, ce premier tome 1 est en fait un recueil de nouvelles. Parce qu'à la base, Andrzej Sapkowski a d'abord écrit une nouvelle ayant pour héros notre fameux Geralt de Rive, le sorceleur. Alors, à savoir que moi, je n'ai jamais lu les romans, que je n'ai pas Netflix, donc je n'ai jamais vu la série non plus. Donc pour moi, c'est une totale découverte, ce qui est super. Je trouve ça très bien. On a une préface de Justine Breton qui a écrit des livres justement qui parlent de l'univers de The Witcher, hein, le sorceleur. Elle a écrit plusieurs livres, notamment The Witcher, un monde de légende, et les Chroniques de Ciri, qui est un personnage féminin du sorceleur aussi. Et je vois, il y a d'autres livres, le manuel du sorceleur, le sorceleur le continent et le sorceleur codex, qui ont été écrits par Alain Tépuy-Ségur, qui est l'auteur du manoir de Castle Cats, aux éditions Scrinéo. Voilà, donc c'est assez rigolo de le retrouver là. Voilà, donc je l'ai commencé un petit peu hier soir. Je voulais faire une pause dans mon autre lecture. Donc j'ai commencé à lire les nouvelles. Alors, comme je vous le disais, il a d'abord écrit une nouvelle avec ce personnage, et puis il en a écrit plein d'autres, et là elles sont réunies. Et il y a ce qu'on appelle au début le dernier vœu, en fait, qui est une sorte de nouvelle, enfin, à chaque fois vous avez entre chaque nouvelle, vous avez le dernier vœu, quelques chapitres où on retrouve notre sorceleur, qui est en quelque sorte en train de prendre un petit peu de repos, mais je crois qu'il va être de courte durée le repos. Voilà, donc je pense que c'est pour lier un petit peu toutes ces histoires. Il va nous raconter ces histoires. Alors c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu dans quelque chose de conter en fait, hein, de raconter, voilà, comment il va. On le voit, il y a des dialogues, hein, on le voit parler, on le lit en train de parler. C'est très clair ce que je dis. Bref.
Il y a des dialogues dans ce recueil de nouvelles. Voilà, il y a quelques scènes de bataille. Je pense que vraiment pour retrouver peut-être un côté plus épique, plus dark fantasy, il va falloir que je lise les autres romans. Je ne sais pas s'ils vont tous les faire en relié collector comme ça. Ce serait super, j'avoue. Mais bon, après, ça a un coût aussi. Voilà, c'est assez intéressant. Là, pour l'instant, bon, bah, j'ai lu 2 nouvelles, je crois, seulement. Et c'est pas mal. On parle vraiment, c'est un chasseur de démons. Donc, dans la première nouvelle, par exemple, il chasse une strige. On parle de malédiction. Donc, c'est vrai que c'est déjà un univers assez dark. C'est pas mal, j'aime bien pour le moment. C'est pas le coup de cœur, mais je pense qu'effectivement, il faudra que d'abord que je lise les romans pour vraiment m'imprégner du monde du sorceleur. Mais pour débuter, c'est pas mal. C'est vrai que la couverture est superbe. Alors évidemment, je n'ai pas Netflix, mais je vois très bien à quoi ressemble Henry Cavill. Et évidemment, quand je lis The Witcher, c'est Henry Cavill aussi que je vois, même si c'est plus lui maintenant qui va jouer The Witcher. C'est lui que je vois, évidemment. Enfin bon, c'est un acteur que je suis depuis des années, donc ça va être difficile de passer à côté là. Sinon, j'ai commencé aussi à lire, que j'avais reçu en service presse, la dernière parution des éditions Château d'Âme, le tableau du Hampshire de Amira Benbeka Rekal. Pareil, une superbe, c'est une beauté. C'est une beauté. Et là, on suit Yasmine qui vit seule avec son père et à l'âge de 6 ans, ils ont pour habitude d'aller visiter les musées. Et il lui fait visiter le musée du Louvre. Hein, on reconnaît ici la pyramide du Louvre et le Louvre derrière. Et elle tombe carrément en admiration devant un tableau où est représenté ce jeune homme qui est en train de... qui a un livre ou un carnet dans les mains, qui est en train de regarder par la fenêtre une jeune femme qui s'éloigne. Et des années plus tard, on la retrouve, elle est devenue guide pour le Louvre et elle est toujours amoureuse de ce tableau qui est dans un recoin mal éclairé, qu'on voit à peine. Il n'est pas très loin de la Joconde, donc évidemment tout le monde va voir la Joconde plutôt que ce tableau-ci, à son grand désespoir, puisque elle l'adore. Et puis jusqu'au jour où elle se retrouve propulsée au cœur de ce tableau, donc en 1811 en Angleterre. Bon, tout ça c'est encore dans le résumé, hein, je vous spoile rien. Voilà, donc on arrive, c'est quelque chose de très doux, hein. Par rapport à The Witcher, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de très doux, même s'il y a du fantastique. On a l'impression effectivement de se retrouver un peu chez Jane Austen en fait, ce qui n'est pas désagréable du tout, hein, moi j'adore. Voilà, à voir après comment ça va bouger, ce qui va se passer. C'est vrai que les choses arrivent un petit peu vite parce que elle est très vite, elle se fait très vite à ce monde. C'est vrai que moi j'aurais été, je pense, un peu plus réfractaire peut-être, même si pour elle, elle vit, je pense, un conte de fées en fait, puisque c'est sa période préférée. Elle rêvait de ce tableau, elle rencontre ce jeune homme et en plus, voilà, elle peut s'habiller comme à la mode de l'époque. Voilà, on voit un petit peu aussi comment les gens vivaient, s'habillaient. Bon, voilà. Après, c'est vrai que personne ne se pose la question de savoir si il la présente comme sa cousine, mais personne ne se pose vraiment la question de savoir quand même qu'elle fait là, comment elle est arrivée là, d'où vient cette mystérieuse cousine. Bon, vous savez bien que c'était quand même un siècle où il y avait énormément de conventions, notamment entre les hommes et les femmes, et que c'était peut-être pas aussi simple, même si c'était votre cousine, les ragots peuvent aller très vite. Alors bon, après j'ai commencé, j'ai lu c'est juste 167 pages, hein, j'ai déjà bien avancé. J'en ai lu, je crois la moitié déjà. Ça se dévore tout seul. Voilà, donc c'est assez bonbon, c'est assez doux, c'est voilà, c'est agréable. Je pense que là je viens de faire connaissance avec l'antagoniste, mais voilà, je ne sais pas trop vers où ça allait, où ça va aller. J'ai un peu de mal en ce moment, c'est du mal à parler, c'est terrible. Mais voilà, c'est de la douceur, ça fait du bien entre deux lectures un petit peu plus denses. J'ai reçu, je vais vous montrer aussi mes dernières réceptions. Je devais recevoir Eldercraft. Alors Eldercraft, je suis en partenariat avec eux. Par contre, quand j'ai fait les sorties, je me suis rendu compte, je vous ai parlé d'une de leurs sorties, il y en a deux en fait. Celle dont je ne vous ai pas parlé, c'est un post-apo que je n'ai pas vu passer en fait. Il faudrait que je retrouve les vidéos où on en parle pour reprendre le titre. Donc là, Eldercraft, ils vous envoient toujours des cartons comme ça, même grand carton. Et le livre est encore mis dans un carton avec des bulles, mais des trucs en bulles, des bulles grosses comme ça, bleues quoi. C'est bien après, comme je suis en train de faire un petit peu de rangement, ce sera parfait pour faire des cartons. Voilà, et là j'avais pas un livre mais deux livres. Alors, par contre j'ai pas leurs deux prochaines parutions. J'ai celle que j'avais repérée
qui est La Voix des Immortels de Georges Biot. Voilà, donc je suis bien contente, c'est celui que j'avais repéré, puisqu'on va être dans de l'héroïque fantasy, magique, épique, poignant, qui étaient vraiment les nécromanciens, les gardiens immortels de la mémoire des défunts, ou bien des voleurs d'âmes tuant pour renforcer leur obscure magie. Après 2 siècles d'errance, Lanig est peut-être le dernier à savoir la vérité. Haï et pourchassé, il ne reste que le papier à qui confier les secrets de son ordre depuis longtemps disparu. Voilà, c'est un one-shot. C'est écrit un peu serré quand même, mais voilà. Donc, je suis très contente. Et ils m'ont envoyé une de leurs premières parutions que je n'avais pas reçue. Cendre et sang de DJ Mollès, je sais pas. Mollès peut-être puisque c'est anglais apparemment. Puissant, essentiel, un grand roman. Alors par contre c'est un tome, hein, celui-ci. L'Empire britannique tire sa puissance de cendres alchimiques procurant l'énergie nécessaire aux machines et à l'armement. Des cendres obtenues en brûlant vif, les gens doués de magie. J'aime bien parce que dans les livres en ce moment, si vous avez des pouvoirs, si vous avez de la magie en vous, fuyez ce monde. C'est une catastrophe. Vous êtes pourchassés, vous êtes réduits en esclavage, c'est une horreur. Il faut pas avoir de magie, c'est très très mal vu là, pas en ce moment. Bon, bref, les traqueurs débusquent voilà, les porteurs de magie dans la population, y compris les enfants. Mais cela ne suffit pas, alors l'Empire lance des croisades par-delà l'océan vers un continent peuplé d'étranges humanoïdes en qui l'église de l'alchimie ne voit que du combustible. Les fourneaux brûlent à plein régime. Bon, on n'est pas loin de... C'était le 27 mai, c'était le... J'y repense parce qu'évidemment, bah, ça me fait penser. C'est la journée de la résistance d'ailleurs. Voilà, donc ça m'y fait penser. C'est vrai que c'est très sombre. Je ne me souvenais pas. Il est sorti l'année dernière. Hein. Je ne me souvenais pas que c'était aussi sombre que ça. Waouh, c'est brûler des gens, des enfants. Bon, enfin, nous l'avons vécu dans notre histoire. C'est horrible. C'est horrible. Donc, quelque chose de très sombre. Je ne sais pas à quelle époque ça se passe du coup, puisque ça parle de l'Empire britannique. Alors, je ne sais pas si on va être au 20e, au 19e siècle, je ne sais pas trop. Bon, de toute façon, je vous en reparlerai. Et puis aujourd'hui, j'ai reçu... J'étais hyper contente. C'est vrai que j'y pensais plus du tout. Et d'ailleurs, il va falloir que je les lise. Donc, je pense que je vais mettre un petit peu de côté mes 2 autres lectures pour avancer sur ces lectures. Voilà. Bon, celle-ci, je vous en avais parlé. Actes Sud Jeunesse m'avait contacté parce qu'ils ouvrent une collection épouvante pour jeunes adultes. Bon, c'est marqué à partir de 15 ans. Hein. Moi, j'aurais dit, ouais. J'aurais même dit à partir du lycée, à partir de 16 ans. Enfin, après, ça dépend si vous êtes de début d'année ou fin d'année. Voilà, j'aurais dit effectivement à partir de 16 ans. Eux, ils ont marqué 15. Donc, voilà, je pense qu'on est bon. Voilà, ils m'avaient proposé de recevoir en avant-première les épreuves non corrigées du tout premier qui est ce soir, c'est Carnage d'Antoine Pietri. J'aime bien la simplicité de leur couverture noire avec du vernis rouge sélectif comme ça. C'est gentiment inquiétant, je trouve. Je trouve ça super bien fait. C'est très sobre, hein, c'est très sobre, mais c'est vraiment bien fait. Et on va suivre Emma, Mathis et Alex, qui sont loin d'être les élèves les plus populaires de leur lycée. Alors ils traînent ensemble, enchaînant les bêtises sans gravité pour tromper l'ennui de l'adolescence. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent accusés d'un massacre sanglant, dont ils ne savent pourtant rien. Qui est responsable de ce crime sordide? Pour tenter de se disculper, les voilà plongés dans une enquête qui les confrontera autant aux adultes qui croiseront le chemin qu'aux mystères les plus sombres de leur ville. Alors c'est marqué que ça remplace, ça fait penser à des séries comme Stranger Things ou Black Mirror. J'aime pas trop quand ils font des fois des parallèles avec... Stranger Things, j'ai pas vu, parce qu'encore une fois, je n'ai pas Netflix. Mais Black Mirror, c'est quand même assez particulier. Je pense que c'est assez différent de Stranger Things, mais à voir. Donc je pense que ce soir, je vais commencer celui-ci. Il ne doit pas être très long en plus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire. 248 pages. Je vais voir. Mais en tout cas, j'ai pas tardé. Donc j'avais reçu celui-ci en épreuve corrigée. Et au bout de l'épreuve non corrigée, il y avait le premier chapitre de celui-ci. Celui-ci me tente encore plus. Les profonds de Élie Darko. Pour Adi et ses amis, il s'agissait d'une formalité. Passer au barrage hydraulique de Solvin pour compléter un exposé scolaire, puis se rendre à cette fête qui s'annonçait autrement plus intéressante. Mais une tempête les contraint à s'enfermer dans l'immense édifice de béton en compagnie de Mérine, un jeune employé inquiétant qui travaille là. Et rapidement, en même temps que l'orage se déchaîne, d'étranges phénomènes se produisent. Des phénomènes qui laissent penser que le passé reprend vie et qu'il a des secrets à révéler. Celui-là, j'aime bien, il y a un extrait. Des pendus dans le puits de treillage se balançant tout près d'elle. Et ça l'avait touchée. La femme brûle en robe blanche et des copies d'elle-même.
une corde de fille morte qui pendouillait comme des breloques. J'aime bien les atmosphères de huis clos comme ça, en plus j'adore ça. Donc c'est pareil, il doit être assez court celui-ci. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sortent, s'ils sortent tous les deux. Alors, ce soir c'est Carnage, est-ce que c'est noté quand il sort? C'est au mois de juin, hein, mais on est déjà le 2 juin. Je ne le vois pas noté nulle part. Juin 2025, si je marqué juin 2025. Je pense que des profonds doit être un petit peu plus tard, mais de toute façon je vais commencer parce qu'il est temps que je le commence et parce que j'ai très envie de les lire aussi. Donc j'aime beaucoup leur charte graphique. Hein. C'est très épuré, mais alors après je ne sais pas si ça va attirer un public adolescent. J'ai aucune idée des goûts des adolescents. Je n'ai pas encore d'adolescents chez moi. Je ne suis pas pressée d'en avoir pour tout vous dire. Mais bon, je vais pas les empêcher de grandir non plus, mais voilà, ça fait un petit peu peur. Donc c'est pas, voilà. Mais bon, bref, on verra, une chose à la fois. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant. Je pense que quand je vais vous reprendre, ce sera certainement pour vous parler de Ce soir c'est Carnage. Et je vous dirai si j'ai avancé sur mes autres lectures. Et puis je vous dis à tout de suite en fait. Hello, nous sommes le mardi 3 juin, je vous reprends le lendemain et j'ai bien commencé Ce soir c'est Carnage de Antoine Pietri aux éditions Actes Sud Jeunesse, donc il doit sortir, j'ai regardé hier, j'ai déjà oublié, ça doit être le 8 juin, je crois, c'est autour du 8 juin, 6, 7, 8 juin. La vidéo, je ne sais pas si la vidéo sera postée quand il sera sorti, je ne sais pas encore. Ça m'a fait suer parce que je me suis dit, ouais, il est court, il est écrit grand. Et c'est pas un grand format. Je me suis dit, allez, je peux le dégommer en une soirée. En plus, ce genre de livre, j'aime bien les dégommer en une soirée parce que c'est... c'est court. Et puis vous êtes bien dans l'ambiance, quoi. Mais malheureusement, j'étais tellement fatiguée que je m'endormais et j'ai pas réussi à le finir. J'en ai lu... Il me reste une centaine de pages. Mais ça a fait suer. Mais bon, j'allais pas me priver de sommeil non plus. Mais bon, c'est dommage parce que j'étais bien dans l'ambiance. Alors, ça reste assez... Alors, ouais, young adulte, par contre il y a quelques scènes qui sont un petit peu trash quand même, mais ouais, ça reste assez young adulte dans le sens où il y a des choses, bon, dans la vraie vie ça se passerait pas comme ça, quoi. Bon, après on est dans de l'horreur aussi, hein, donc évidemment on espère qu'il n'y a pas des choses comme ça qui vont se passer dans la vraie vie, quoique des fois on reste quand même très surpris par ce qui peut arriver, mais voilà, il y a par exemple par rapport à la police, je pense. C'est pas normal que la police n'agisse pas davantage, ne réagisse pas plus. Bon voilà, il y a des choses, voilà, il y a des raccourcis qu'on n'aurait peut-être pas forcément. Alors j'allais dire dans la littérature adulte, mais si parfois il y a des raccourcis qui sont pris aussi. Mais voilà, ça reste du young adulte, donc il peut y avoir peut-être un petit peu de facilité scénaristique, mais c'est pas étonnant. Il y a du young adulte, ça sert à faire progresser l'intrigue, et puis il faut que ça reste centré sur nos personnages principaux qui sont des lycéens. Donc c'est prenant, c'est vrai qu'on on est vite mis dans l'ambiance, hein. Il y a pas mal de mystères. Bon, ils sont pas forcément hyper sympathiques ces trois jeunes, hein, parce qu'ils font un peu connerie sur connerie. Ouais, le premier, dès le début, voilà, il fume, hein, et pas des cigarettes, quoi. Ces deux amis, alors la fille est un petit peu plus sympa, je trouve. C'est un peu le cerveau de la bande, on va dire. L'autre aussi, Alex, c'est pas trop mal non plus. Voilà, il y a son jeune frère aussi qui arrive dans l'intrigue. C'est pas trop mal. Bon, à voir après. J'avoue que le premier qu'on voit, Mathis, n'est pas forcément super sympathique, celui-là. Voilà. Il est un peu profiteur, je trouve. Je trouve ses copains beaucoup plus sympas. Beaucoup plus sympa. Il y a une autre fille aussi qui arrive dans le truc à un moment. Voilà. Mais il se passe quand même pas mal de choses. Alors on sait pas trop, on sait qu'il y a eu effectivement un meurtre. Et bon, disons qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Donc ils sont soupçonnés et du coup ils décident d'enquêter par eux-mêmes pour savoir ce qu'il s'est passé.
Bon, ouais, oui, déjà dans la vraie vie, qui ferait ça? Mais voilà, faut accepter, c'est de l'épouvante, voilà, pour public ado plus. C'est noté à partir de 15 ans hein, sur le service presse. Moi, j'aurais même dit 16 ans, enfin, pas avant le lycée, quoi. Mais voilà, faut accepter ça. Et sinon, bah, ça se lit très bien. C'est un peu un page turner, quoi. Hein. Voilà, c'est de la littérature horrifique avec une enquête et avec des personnages assez sympathiques quand même si le héros principal, quoi, c'est pas le principal, il y a quand même ces deux amis qui sont aussi très très importants. Donc à voir, j'aime beaucoup l'image, là, elle prend un peu son sens quand on lit le roman. Donc pour l'instant, ça reste une bonne lecture. Donc j'espère que ce soir, je ne vais pas encore une fois m'endormir trop tôt. Bon, en même temps, ça me ferait pas de mal de m'endormir tôt, mais bon, j'espère quand même pouvoir le dégommer ce soir et du coup venir vous en reparler très rapidement. Et puis voilà, c'était juste mon petit point lecture pour aujourd'hui. Hello, je vous retrouve, nous sommes, alors encore une fois j'ai un problème avec les dates, nous sommes le 5 ou le 6 juin, enfin bref nous sommes le jeudi. Je voulais vous faire un petit point lecture. Donc j'ai fini ce soir, c'est Carnage d'Antoine Pietri, qui est donc la première édition des Actes Sud Jeunesse dans leur collection Épouvante Jeunes Adultes. Alors ça se lit très bien, il y a quelques scènes gore, enfin, à ce niveau-là c'est très efficace, il y a pas de souci. Alors bah, bien sûr le seul truc c'est que par moment on se dit mais attends comment ça se fait que c'est une bande d'ados qui est obligée de régler tout ça, on se demande où sont les adultes, on se dit mais enfin qu'est-ce que fait la police, surtout que la police joue un tout petit rôle au début. Voilà, mais il faut accepter, je pense, un peu ce postulat, puisque bon, les héros sont forcément des lycéens, et donc il faut accepter que ce soit eux qui résolvent l'affaire. Ouais, ça se lit bien. Alors je pensais que cette image-là, elle était en rapport avec le début du livre. Non, elle est plutôt en rapport à la fin. On a des effets ouais, horrifiques, des effets gore, des effets un peu burk. Ça, il n'y a pas de souci. C'est assez efficace. Donc je pense que ça pourra trouver son public auprès des amateurs d'horreur et puis des jeunes qui cherchent. Alors encore une fois, c'est noté à partir de 15 ans. Ouais, je dirais pas avant le lycée, parce qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même un de nos personnages qui aime bien faire de la fumette. On a parfois un langage voilà, qui est assez grossier. Leur attitude, enfin l'impression que ouais, c'est des ils ont trouvé le moyen de faire le mur au lycée, c'est pas forcément des modèles. Surtout Mathis qu'on voit en premier, les deux autres sont un peu plus sympathiques, Alex et puis Emma. Enfin, j'étais en train de chercher le nom de la lycéenne qui était avec eux, qui est Emma, qui est un petit peu le cerveau de l'histoire. Alors par contre, il y a un truc, c'est vrai, enfin, il y avait des indices quand même. Franchement, j'y ai pas pensé. Enfin, je crois que j'y ai pensé au début, je me suis dit, ah oui, tiens, ça a peut-être un rapport. Et oui, effectivement, ça a un rapport, un gros rapport même. Mais j'avoue que j'ai plus pensé à la lecture du livre, je me suis laissée porter par le livre. Donc voilà, ça révolutionne pas le genre, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture, voilà, qui se lit toute seule, qui a voilà, quelques effets horrifiques. Alors oui, par contre, attention au trigger warning sur les animaux. Il y a une scène qui est assez dure à ce niveau-là. Voilà, donc si vous êtes sensible à ça, peut-être éviter. Alors, on voit pas ce qui... Enfin, si, on n'assiste pas à la scène de ce que subissent les animaux, mais quand on les découvre, on sait ce qui leur est arrivé, quoi. Donc, on voit le résultat.
Voilà, il n'y a pas de surenchère, voilà, on n'est pas en train de torturer un animal sous vos yeux, mais en tout cas, on retrouve des animaux, voilà, dans un très sale état. Donc attention, pour ceux qui sont sensibles à ça, ça peut être un petit peu compliqué. Après, oui, il y a des scènes gore qui concernent plutôt les humains, mais on est dans de l'horreur, donc doutez bien qu'il y a quelques scènes quand même un peu dures, mais je sais qu'au niveau des, voilà, des animaux, je sais que ça peut rebuter certains qui, effectivement, n'arrivent pas du tout à y aller. Donc, une bonne lecture. Maintenant, bah, je vais essayer de trouver le temps de lire leur autre publication, qui est Les Profondes. Mais en tout cas, ça se lit très bien. J'ai commencé, du coup, Les Itinérants de Francesco Verso, qui serait enfin, un auteur italien, un des maîtres du mouvement solarpunk, hein, donc la science-fiction, je vais y arriver, science-fiction plutôt optimiste. Alors, c'est chez Nemos. Je m'attendais à quelque chose, parce qu'on est dans le futur. Alors, on s'attend toujours avec la SF à des grands événements, enfin des choses assez qui tapent à l'œil, assez grandioses, voilà, des bouleversements incroyables, des choses qui vous marquent profondément, voilà, avec un côté, oui, effectivement, assez grandiloquent. Là, c'est pas le cas du tout. En fait, ça reste assez intimiste puisqu'on va suivre quelques personnages. Enfin, en tout cas, pour le moment, là, j'ai bien avancé. Je suis quand même, ouais, à la moitié. Pas du tout, on va suivre quelques personnages, c'est assez intimiste en fait, et à travers les yeux de ces personnages, on va voir ce qu'est devenu la société dans le futur. Donc ça se passe à Rome, comme vous pouvez le voir, on voit le Colisée qui est ici. Bon, tout est quasiment sous contrôle des IA, donc les humains ont du mal à trouver du travail. C'est très compliqué, mais ils ont quand même besoin, parce que dans certains romans de SF, bon, les IA ont remplacé les humains, mais ceux-ci arrivent quand même à, voilà, avoir des vies très confortables. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ils ont quand même besoin de travailler pour avoir de l'argent et pour pouvoir vivre. Donc, c'est assez complexe. Il y a aussi, on parle, étonnamment, on parle énormément de bouffe et de cuisine là-dedans. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'ai bien aimé un moment, c'est au tout début du livre, hein, où ils disent que effectivement, autrefois, on prenait le temps, le plaisir de cuisiner, et puis c'est devenu quelque chose de mécanique. On a acheté de plus en plus de plats préparés, ce qu'on vit actuellement en fait. Et dans le futur, c'est encore mieux parce que vous avez alors je n'ai pas retrouvé le nom, nano, enfin, ces trucs de nutrition où vous prenez votre truc et puis voilà, même un distributeur tout simple. Puis là, vous n'avez plus qu'à le faire peut-être cuire au micro-ondes, même pas, ou le manger comme ça. Des fois, c'est des trucs qui vous apportent juste le nombre de calories qu'il vous faut pour tenir dans une journée. Bon, c'est assez particulier, en tout cas au début du livre, parce qu'après, on a un autre développement au niveau de la nourriture. Et bon, du coup, on perd un petit peu bah, le temps de cuisiner, donc le temps qu'on prenait pour préparer les choses, le goût des saveurs. En même temps, ce qu'ils disent dans le livre, bah, il y a quand même encore aussi des endroits où on meurt de faim. Euh, bon, du coup, on a aussi juste ce qu'il faut en calories dépenser. Alors, ça paraît simple comme ça au début. Ça va se développer après, déjà, dès la seconde partie du livre. Et puis, on suit Myriam qui travaille justement pour une société qui développe voilà, toutes ces IA, tous ces produits alimentaires. Et c'est Global Zone, le nom de la société. Franchement, quand vous lisez le livre, ça fait forcément penser à Amazon, quoi. Voilà, ça fait vraiment penser à ça dans le sens où vous pouvez y trouver tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Et que le service est ultra rapide. Ça fait vraiment penser à ça. Tout est centré au sein de cette société. Alors par contre, travailler là-bas, c'est un peu le sésame aussi. Et il y a aussi une prolifération, une généralisation des imprimantes 3D et de leur usage pour créer tous les objets dont vous avez besoin, que ce soit, il y a un moment, ils sont en train de, voilà, ils veulent développer des objets. Vous avez aussi bien un ouvrier qui a besoin de nouveaux outils pour son travail que des jeunes filles qui viennent chercher les derniers ongles à poser à la mode. Enfin voilà, ça passe vraiment par plein de choses.
Et puis, voilà, et Myriam reçoit un coup de fil, elle a un fils, bon, le fils, c'est pas, il est un petit peu en lutte contre cette société qu'il aime pas trop. Et mais bon, sa mère, je pense qu'il a été peut-être assez couvé par sa mère par rapport à ce qui est dit dans le roman. Et puis là, il a travaillé, alors c'est pareil, c'est peut-être pour Global Zone aussi, et lui il s'occupe de la préparation des commandes. C'est vraiment penser à ça, quoi. C'est vraiment un autre géant avec un grand A. Et malheureusement, il est victime d'un accident et il se retrouve paraplégique. Donc l'histoire va commencer là. On va parler beaucoup de nanotechnologie. Alors il y a une préface, et c'est vrai que la personne qui préface dit que maintenant, le livre a quand même plusieurs années, on parle beaucoup moins des nanotechnologies, mais quand je vous avais fait le point lecture du livre Un soupçon d'humanité, on parlait énormément de nanotechnologie, puisque c'est des choses qui peuvent être transférées dans votre corps et qui peuvent aider à réparer certaines choses. Donc vous voyez le rapport, effectivement, entre Myriam et son fils Alan, qui est paraplégique, et les nanotechnologies. Sauf que pour l'instant, les nanotechnologies ne sont pas complètement développées, enfin pas pour tout, que il y a des brevets dessus, donc il est interdit de s'en servir pour certaines choses, que voilà, certaines sociétés, grands groupes pharmaceutiques ou d'alimentation veulent garder la main mise sur cette technologie. Donc évidemment, ça reste interdit. Que va faire Myriam? Dans le même temps, on va suivre son fils. On va suivre sur plusieurs mois d'ailleurs. En fait, Myriam, quand elle apprend que son fils est blessé, parce qu'en plus, il n'a pas d'assurance et la société ne veut pas être embêtée, donc ils le mettent dehors, quoi. Ils le mettent juste devant la société, la porte de la société, alors que le mec, il sent plus ses jambes, il est blessé, on ne sait pas ce qu'il a au départ, enfin, c'est horrible. C'est vraiment une déshumanisation, c'est fou. Et elle utilise ce qu'on appelle les pull dogs, c'est des pousse-pousse en fait, c'est pareil, qui sont devenus assez répandus dans Rome parce qu'ils permettent de se glisser dans la circulation. Donc là ils sont poussés, c'est pas comme, c'est pas le même système qu'en Chine où ce sont des gens qui les tirent. Là, apparemment ils les poussent euh, et, euh, et ça leur permet voilà, d'aller plus vite. Donc elle fait la connaissance de Sylvia, qui est une poule dogs, hein. Et Sylvia, elle vit un peu en marge de la société. Alors déjà, elle dit de toute façon, avec mon look, je suis pas prête de trouver du travail. Elle est tout de suite sympathique, hein, Sylvia, parce que elle a son franc-parler, parce qu'elle sort des normes, parce que elle a choisi elle assume son look. Elle assume son travail, elle assume sa vie, elle a comment? Elle a une crête à l'iroquoise, donc déjà, avec ce look-là, je pourrais pas trouver de boulot, mais elle veut garder ce look-là, donc voilà, elle a trouvé un autre travail, où on la juge pas sur son apparence, elle a des tatouages, tout ça, donc elle rentre pas trop dans les cases de la société, évidemment, où là où tout est assez lissé, encore une fois, et en fait, ces bulldogs, ils vivent un petit peu en marge c'est dans une ancienne usine, je sais plus trop. Donc ils vivent là. Et surtout, voilà, il y a beaucoup de références à la nourriture quand même. Parce que ses parents tiennent un restaurant. On se dit, ah bah quand même, un restaurant, la nourriture, elle doit être bonne. Mais non, non, il y a un gros problème parce que notamment, il y a une espèce de trafic sur les aliments. C'est-à-dire qu'on peut vous donner à manger des aliments qui sont périmés, auxquels on a donné une très belle apparence, on a réussi à les colorer, que ce soit des légumes, de la viande. Ils sont très colorés, mais infects au goût, ou sans goût, ou voilà, il y a une scène où Myriam va demander l'aide à un ami, Ivan. Ils sont dans ce fameux restaurant d'ailleurs, tenu par les parents de Sylvia, et il goûte, mais il dit, mais la viande, elle est infecte, quoi. C'est une viande qui est périmée. Il dit, je le sens au goût. Ils essaient quand même de cacher le goût, hein, mais certaines personnes arrivent à détecter, ils disent, c'est de la viande périmée. Elle a plusieurs semaines. Donc voilà, ils essaient de cacher comme ça. Ils importent de la viande en plus. Voilà, en Italie, ils importent de la nourriture de Chine. Voilà, il n'y a plus rien de vraiment local. Et Sylvia et ses amis, eux, par contre, cultivent leur propre potager. Donc au moins, on est sûr, voilà, on a des vrais légumes. On connaît leur date de fraîcheur. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Mais voilà, il y a de moins en moins de restaurants, évidemment, puisque tout maintenant se fait voilà, vous commandez vos trucs par
par distributeur, et c'est une sorte d'emballage de céréales, et enfin de barres de céréales, et bon, sans trop de goût, et voilà. Et ce restaurant, bah, en fait, c'est pareil dans les supermarchés. Ils cachent les choses, c'est-à-dire que ils montrent des aliments qui sont tout beaux, mais en fait, ce sont des aliments dont on a trafiqué le goût, dont on a trafiqué l'odeur, et qui sont pas frais, ou qui n'ont pas le goût qui leur est propre. Et voilà. Et donc, on va voir la progression d'Alan. On va continuer à suivre Sylvia. On va continuer à suivre Myriam, voir ce qu'elle fait après les événements concernant son fils. Et puis là, on suit un autre personnage, Nicolas, qui lui travaille pour la société de son père, qui franchement l'utilise. Son père, qui l'a utilisé depuis qu'il est tout petit, parce que Alan est un créateur, pas Alan, pardon, Nicolas est un créateur de parfums. Alors, il faut savoir que dans cette société, il y a des bars à parfums, c'est-à-dire que vous allez dans un bar et vous choisissez votre odeur, où vous pouvez acheter des parfums, et ça se vend rubis sur l'ongle. C'est voilà, c'est un véritable business qui peut rapporter très très gros. Et en fait, le père de Nicolas, enfin, je crois qu'il a fait un truc horrible à son fils, c'est-à-dire que depuis qu'il est tout petit, il lui mettait sous le nez, parfois la nuit, sans même que le gamin se réveille, des odeurs différentes, pour que son nez s'imprègne de toutes les odeurs et arrive à créer une multitude de parfums uniques qui ramènent un pognon fou. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec ce que vit Nicolas à l'heure actuelle. Je crois que c'est un trentenaire. Nicolas a des gros... Alors, il faut savoir, attention, on va parler beaucoup, on va parler de bouffe, du coup, on va parler aussi d'obésité, on va parler de problèmes liés à la nourriture, dans le sens où vous en mangez trop, plutôt on ne va pas parler d'anorexie, on va parler vraiment de malbouffe, de trop manger. Et Nicolas, voilà, là j'ai commencé à suivre ce personnage hier soir, il passe son temps à manger. Donc il est en obésité, une obésité morbide, hein, je crois qu'il est à 120 ou 130 kilos. Et il s'en veut, il se déteste. Du coup, il se déteste, il a encore plus tendance à aller vers la nourriture. Alors c'est un peu choquant en même temps, parce on le voit tout le temps en train de manger, il toujours, et on sent qu'il est pas bien. Alors il est pas bien dans sa peau, évidemment, il est en obésité, il a une espèce de montre, enfin non, un smartphone qui lui dit que bah, avec ce poids-là, il réduit son espérance de vie assez drastiquement quand même, qu'il risque d'avoir une crise cardiaque bientôt, sans dire une date exacte, mais que ça pourrait très bien arriver dans les 6 mois. Voilà, et on suit ce personnage. Alors bien sûr, il va y avoir un rapport avec Sylvia, avec Myriam aussi. Et, et ouais, c'est dur. C'est un mec qui est complètement créatif, qui travaille, qui gagne du pognon. Mais on se dit, est-ce que c'est dû au fait que son père l'a jamais vraiment aimé, lui a... Voilà, lui a fait ça dans sa jeunesse. C'est ce qu'il dit aussi, Nicolas. Il a essayé tous les régimes. Enfin, il a tout essayé. C'est vrai qu'il cite à un moment tout ce qu'il a essayé. Et bah, il maigrit, mais il grossit plus qu'il ne maigrit. Bon, c'est un peu des choses d'actualité, hein. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de nous vendre des régimes miracles. Puis oui, on perd du poids, mais bah, derrière, on reprend. Et on reprend plus que ce qu'on a perdu. Voilà, c'est un jeu sans fin. C'est vrai que bah, malheureusement, le poids, l'obésité est un problème dans nos sociétés occidentales, hein. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la malbouffe. Ça commence à atteindre aussi les pays en voie de développement, puisqu'on a réussi à leur apporter toutes les saloperies. Bon, je ne vais pas vous citer de chaînes de fast-food, mais vous voyez de laquelle je parle. Et voilà, notamment, vous avez des pays comme le Mexique, voilà, qui est encore un pays en voie de développement, où vous avez de plus en plus de personnes obèses, parce que on a importé toutes nos saloperies, quoi, et qu'ils se jettent là-dessus, parce que souvent c'est pas très cher en plus. Et voilà, et c'est vrai que c'est un réel problème, quoi, parce que ça joue sur la santé. Alors moi, ayant des problèmes de poids, ça m'a aussi, ça me marque ce qui est dit dans ce livre. Et ouais, on sent que Nicolas est, ouais, du coup, émotionnellement, c'est dur. Mais on se dit, on se demande, ouais, enfin, je se demande, mais bon, je crois qu'on se demande tous ce qui nous a amené des fois à avoir des problèmes au niveau de la nourriture. Alors, en même temps, il y a un petit côté aussi un petit peu énervant à le voir tout le temps en train de manger, quoi. Parce qu'on se dit, bon, quand même, c'est bon, on a compris. Bon, c'est un peu, est-ce que c'est bien pour nous montrer, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, est-ce que c'est vraiment pour nous montrer la détresse dans laquelle est Nicolas. Mais
Ouais, c'est assez marquant, il y a vraiment tout ce passage-là. C'est la deuxième partie du livre où on commence effectivement avec Nicolas et c'est que ça, quoi. C'est ouais, on parle que de nourriture. Donc voilà, vous voyez, vous avez pas un truc, voilà, on va pas dans l'espace, il y a pas de bouleversement, enfin ça s'est fait petit à petit dans la société. Il y a pas de gros bouleversements, il y a pas de post-apocalyptique, on reste sur Terre et les humains continuent à vivre. Mais voilà, donc normalement, ces Bulldogs seraient à l'origine d'un mouvement, enfin ce qui était noté dans le résumé du livre, d'un mouvement qui libérait un petit peu les humains de tout ça. Alors, je ne sais pas trop où on va parce qu'on suit vraiment des personnages, voilà, on suit les voix de 3 personnages, 3, 4 si on compte Sylvia. Euh, mais voilà, on les suit dans leur intimité en fait. Et alors je pense que effectivement le changement, en même temps c'est assez réaliste, le changement va pas se faire non plus par des mouvements incroyables, mais par voilà par des petites choses qui vont commencer, qui vont montrer qu'on peut vivre autrement. Sylvia notamment et ses amis sont considérés comme en marge de la société, ils ne veulent pas rentrer dans ce système. Voilà, ils travaillent juste de quoi vivre. Ils font même parfois à certains endroits le pouce-pouce et enfin le bulldog est gratuit. Euh, voilà, ils vivent en communauté. Alors ça paraît un petit peu utopique, hein, mais j'attends de voir la suite du roman pour voir un petit peu où on va. J'avoue que je me pose des questions. Je ne sais pas vers où on va aller. Il y a pas mal de progression au niveau d'Alan, hein, qui est devenu paraplégique suite à son accident. On a un petit peu moins vu Myriam, mais il lui arrive là quelque chose d'assez important. Et là, moi, je suis en train de suivre Nicolas en ce moment, donc à voir ce que ça va donner. Puis je vous en reparlerai. J'ai continué, mais un tout petit peu, parce qu'en ce moment, je suis crevée, donc je ne me couche pas trop tard. Le tableau du Hampshire, c'est vraiment quelque chose de très doux. C'est quelque chose de très mignon. C'est une lecture doudou. Enfin, pour moi, pour l'instant, je le vis comme ça, hein, parce que cette jeune fille va être, pour rappel, elle est guide au musée du Louvre, puisqu'elle est tombée amoureuse quand elle avait 6 ans d'un tableau représentant ce jeune homme. Et elle est transportée en 1811 sous la régence anglaise, où elle rencontre le fameux jeune homme, Henri. Voilà, c'est un peu, elle vit un petit peu un conte de fées, puisqu'elle est dans une période qu'elle adore, elle porte des robes, elle va à un bal. Voilà, elle a rencontré le fameux Henri et voilà, bon, le seul hic, c'est qu'effectivement, elle vient du futur et lui vit en 1811. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est une lecture, justement, ça fait du bien. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu reposant, c'est doudou, donc ça fait du bien. Voilà, je m'arrête ici pour ce point lecture. Je pense que je reviendrai quand j'aurai au moins fini celui-ci pour vous en parler, savoir exactement où est-ce qu'on va. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Hello, je vous retrouve, nous sommes le mardi 10 juin, après un petit week-end de coupure, nous sommes partis quelques jours sur la côte. Les garçons avaient un tournoi de foot à Étaples et puis on a pu voilà, réserver une petite maison tout près. On est allé se balader sur la plage du Touquet qui est juste à côté. C'était très sympa. Il n'a pas fait très beau. Samedi, on a pu se promener le long de la plage, mais bon, avec un vent de fou, mais ça fait du bien de prendre l'air et de se promener le long de la plage. Les garçons ont eu de la pluie le samedi, malheureusement. Et dimanche, ça a été. Il a fait beau, dimanche et lundi. Alors après, sur la plage, soit vous bougez beaucoup, soit vous êtes couvert parce que il fait pas hyper chaud, mais voilà, ça fait du bien de prendre l'air et de sortir un peu de chez soi et puis aussi, oui, effectivement, de pouvoir marcher, de pouvoir retrouver la mer, ça fait toujours un bien fou. Donc j'ai eu quelques petites réceptions aussi qui sont arrivées
qui sont arrivées. Ça c'est aujourd'hui, mais j'en avais qu'une seule qui m'attendait quand je suis partie. Donc ça va, je vais pouvoir vous montrer mes réceptions. Je voulais d'abord vous montrer où j'en étais. J'ai même pris mes pochettes à livres. Pour une fois, j'ai pensé à les prendre pour partir en week-end ou en vacances, que je pense jamais à faire, alors que ça protège quand même vachement bien le livre. J'avais embarqué avec moi, et du coup, je l'ai fini, les itinérants, les Pool Dogs de Francesco Verso aux éditions Nemos. Alors, je vous avais dit, hein, j'étais surprise au début parce que je m'attendais, c'est de la SF positive. Merci d'ailleurs de m'avoir dit en commentaire, je ne retrouvais plus, mais c'est bien de la SF positive ou du solar punk, comme on l'appelle maintenant. Et voilà, donc je m'attendais peut-être à quelque chose, voilà, de très impressionnant, voilà, avec des robots, avec des trucs dans l'espace ou je sais pas quoi. Enfin, ça reste assez proche des gens en fait, assez intime quelque part, parce qu'on va suivre qu'un petit groupe de 2 personnes. Alors le Solar Punk, que je suis allée un petit peu voir quand même par curiosité, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Becky Chambers pour le Solar Punk, pour la SF positive. En fait c'est assez récent comme mouvement, hein, ça date de 2008 je crois seulement. Alors après ils y ont intégré certaines œuvres de SF qui sont plus anciennes, qui pourraient rentrer dedans, mais c'est un mouvement assez récent. J'ai pas vu grand chose sur Francesco Verso d'ailleurs, enfin c'est sur Wikipédia, hein, j'ai pas été creusée très loin non plus. Mais ouais, je pense qu'on est en plein dedans parce que là, on va suivre plusieurs personnages. On va surtout parler en termes de science, on va dire des nanotechnologies, sans que ce soit trop approfondi et trop complexe pour la non-scientifique et un peu la... voilà, j'arrive pas avec la science, j'ai du mal. Je sais pas, ça rentre pas, donc voilà, je suis un peu réfractaire. Mais malgré moi, mais je n'y arrive pas, donc ça c'est très compréhensible. Et puis voilà, on va suivre ces voies et on va suivre ces pull dogs qui sont à la base des gens qui conduisent des pousse-pousse dans Rome, quoi, voilà, pour circuler plus facilement, parce qu'il y a beaucoup de circulation, beaucoup de voitures. On est dans une société quand même futuriste où les gens se nourrissent avec voilà, des barres protéinées. Enfin, il n'y a plus le goût vraiment de la nourriture. Et puis, on va suivre Myriam, dont le fils vient d'avoir un terrible accident. Je crois que c'est Global Zone, le nom pour la société pour laquelle il travaille. Franchement, moi, ça m'a fait, je vous l'ai déjà dit, hein, voilà, ça me fait penser, vous savez à qui. Voilà, et il se retrouve paraplégique et on le fout dehors parce qu'il a pas d'assurance, parce que la société ne veut pas être embêtée ni rien, qu'il le fout dehors comme ça, alors que le mec, il vient de tomber, gravement blessé. Et puis elle va essayer d'aider son fils Alan. Ensuite, on va suivre la voie d'Alan. On va suivre un autre gars. Alors, Nicolas, je vous avais dit, on parle beaucoup de nourriture parce qu'il est en obésité, hein, en obésité morbide, ce personnage. Et puis en fait, voilà, c'est des gens qui vont rejoindre ce petit groupe des Pool Dogs qui vivent un petit peu en marge de la société, qui cultivent leur propre potager, une honte, alors que tout peut être fait comme ça, vite fait dans un micro-ondes, même pas pour certaines choses, mais voilà, ils cultivent encore le naturel, ils ont des animaux et tout, donc voilà, ils sont vraiment très différents. Et on va suivre cette petite communauté. On va suivre aussi les possibilités qu'offrent les nanotechnologies. On voit aussi d'ailleurs qu'elles offraient de grandes possibilités qui ont été freinées par des grands groupes voilà, d'alimentation pharmaceutique, parce que quand même ça rapporterait plus assez d'argent si on dispensait toute cette technologie à toute la planète, notamment pour lutter contre la faim. Voilà, le truc habituel. Et en fait, ce que nous montre surtout l'auteur, c'est qu'à notre petit niveau, on peut faire des choses. Voilà, ils font rien de super extraordinaire, ces Pool Dogs, mais voilà, c'est une communauté quand même assez bienveillante, qui est quasi autosuffisante, hein, de toute façon. Voilà, ils font quand même des pousse-pousse, je pense, peut-être pour gagner un peu d'argent, pour bricoler quelques petites choses, mais voilà, il y a un médecin parmi eux, il y a quelqu'un qui va s'occuper de réparer les pousse-pousse, quelqu'un qui s'occupe du potager, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est invention, ils appellent ça, voilà, pour leur simplifier la vie. Mais ça reste ouais, assez autosuffisant, et puis bon, ça prend une tournure, voilà, sur la fin, évidemment, vous savez bien, les groupes de marginaux, ça ne plaît pas toujours, donc ça peut leur poser quelques problèmes au niveau de la justice et voilà, du gouvernement qui est en place. Mais voilà, il y a rien de... On suit vraiment, on pourrait être ces gens quelque part, et on se rend compte que voilà, à notre petit niveau, chacun, on peut faire quelque chose pour changer un petit peu la société dans laquelle on vit, parce que ça ressemble quand même furieusement à notre société, hein, c'est-à-dire cette société qui va très vite, cette société où on est, voilà, métro, boulot, dodo, tout le temps en train de courir et
de ne profiter de rien. Et voilà, ça remet pas complètement en question, ça remet pas en question ce que font les hommes, mais plutôt la société, ce qu'elle nous oblige à faire. Et on vous dit pas non plus d'aller rejoindre une communauté, voilà, ça pourrait ressembler, c'est vrai que pour certains ça fait penser, je pense, à une communauté hippie, mais c'est beaucoup plus sain que ça, quoi. C'est moins sectaire, je trouve aussi. C'est voilà, une communauté qui reste assez ouverte. Bon, bien sûr, il faut quand même faire ses preuves quand vous allez là-bas. Il faut laisser derrière vous certaines choses, certaines technologies, un certain confort, mais c'est assez accueillant. Et du coup, c'est un postulat, oui, qui est assez simple et en refermant le livre, on se dit, bah oui, moi aussi, je peux faire des petites choses. Alors, je pense qu'on les fait déjà, ne serait-ce que en faisant notre tri, par exemple, enfin, des petites choses comme ça, toutes simples, en faisant attention à l'électricité, à la chaleur. Voilà, je pense qu'on peut faire attention à tout ça. C'est vrai que ça parle des problèmes aussi. Effectivement, on va beaucoup parler des problèmes de surpoids et d'obésité, qui effectivement, malgré toutes ces technologies et voilà, vous prenez une barre protéinée par exemple, là, vous savez que vous avez besoin de tant de calories, ça va correspondre exactement à ce dont vous avez pour tenir la journée, et à telle heure, vous savez que vous allez avoir faim. Malgré tout, ça n'a pas réglé les problèmes de surpoids et d'obésité. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus dans les sociétés occidentales ou dans les pays émergents, et c'est un problème qui est beaucoup abordé là-dessus. Parfois peut-être avec un peu trop d'insistance, j'ai trouvé, notamment quand on suit le personnage de Nicolas au tout début. Ouais, on est tout le temps en train de le voir manger. Bon, c'est un peu... oui, on a compris qu'il avait des problèmes d'obésité, mais voilà, quoi. Bon, après, il propose une solution qui n'existe pas encore actuellement. Alors, est-ce qu'on peut adhérer ou pas à cette solution? Bon, j'avoue que sur ces petites choses-là, j'ai un petit peu de réticence. Par contre, j'ai beaucoup aimé effectivement le message de dire que on peut changer les choses, on peut qu'on soit seul, en petit groupe. Oui, ça va pas bouleverser l'ensemble de la planète, mais si chacun s'y mettait, on pourrait quand même faire avancer les choses et peut-être un peu plus choisir notre vie. Ça, c'était pas mal. Surtout que, effectivement, au début, ce sont plutôt des pull dogs et ensuite ils vont devenir des itinérants. Bon, c'est expliqué pourquoi à la fin du roman, mais c'est vrai que c'était bien trouvé. Et bah, c'était une bonne expérience, je dirais, ce Solar Punk. Bon, maintenant, il faudrait que j'arrive quand même à lire un Becky Chambers, un de ces quatre, ce serait pas mal. L'autre lecture, alors qui est complètement différente, c'est le tableau du Hampshire de Amira Benbeka Rekal aux éditions Château d'Âme dans son superbe écrin d'habitude. Ils sont juste magnifiques ces livres. Voilà, on suit une jeune fille, Yasmine, qui est tombée amoureuse d'un tableau en allant au Louvre avec son père quand elle avait 6 ans. Et plus tard, on la retrouve, jeune femme, elle est devenue guide au musée du Louvre, elle est toujours attirée par ce tableau et elle se retrouve projetée dans ce tableau, donc en 1811 en Angleterre. En fait, on va la voir vivre un conte de fées puisqu'elle va vivre à cette époque, elle va rencontrer enfin le jeune homme du tableau, ce mystérieux jeune homme, parce qu'on ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui a peint le tableau, il n'y a rien de noté au niveau de ce tableau. Et voilà, on va la voir traverser. Il y a un petit côté Jane Austen, hein, voilà, au niveau de la société, un petit peu ce qui empêche les femmes de faire ce qu'elles veulent. Il y a une autrice qui est inventée dans le roman, hein, elle me fait vraiment penser à Jane Austen. Il y a ce petit côté-là, il y a le côté quand même c'est assez doudou, rose bonbon, hein, quand même, je préfère vous le dire. C'est une romance quand même, avant tout. Voilà, ça a beau être, il y a une part de fantastique, c'est quand même une romance. Donc ça peut faire du bien de temps en temps. Je pense qu'ici, on n'est pas forcément des gros lecteurs de romances, mais voilà, de temps en temps, ça fait du bien de poser un petit peu le cerveau, puis de se laisser porter par l'histoire. D'ailleurs, la fin, je ne m'attendais pas à ça. C'était assez surprenant, mais c'est vrai que c'est une lecture assez doudou, quoi, en fait. Hein. C'est une romance, voilà, qui n'a jamais rêvé d'être transportée à une époque. Alors, peut-être pas y rester tout le temps parce que effectivement que bon, les droits des femmes autrefois c'était quand même pas tellement ça, mais ne serait-ce que le temps d'un bal, de voir comment les gens vivaient, voilà, d'assister à un bal, de voir tout ça, ce serait, bah, en fait je crois que n'importe quelle époque, on serait tous intéressés pour aller quelque temps dans une époque, voir un peu comment les gens vivaient. Donc là en fait, Yasmine va réaliser son rêve. Voilà, il y a une part de crédibilité quand même dans ce roman qui est bien foutu, je trouve, à laquelle je ne m'attendais pas.
Mais après, oui, je vous dis, voilà, c'est une romance doudou, quoi. N'allez pas là pour lire quelque chose de sombre ou voilà, ou qui va vous retourner complètement le cerveau, mais c'est vraiment une romance doudou, voilà, qui peut faire du bien entre deux lectures peut-être un peu plus, voilà, un peu plus prise de tête, on va dire. Sinon, j'ai reçu dernièrement le tome 2 de Rick et Morty, Maudit Milkshake, des éditions e-comics. J'ai reçu, ah là j'étais vachement contente, j'ai reçu mon premier service presse de la part des éditions ActuSF qui m'avaient contacté par mail, enfin j'avais postulé pour un partenariat. Et voilà, c'est une maison d'édition que je suis depuis un moment et je suis vraiment très contente d'avoir reçu mon premier service presse qui sera donc un Ursula Le Guin, une autrice que je veux lire depuis des années, que j'ai jamais trouvé le temps de lire. Bah, du coup, maintenant, je vais pouvoir la lire. C'est L'œil du héron, donc là, c'est dans la collection poche de ActuSF, c'est Helios. Et en fait, on est sur la planète Victoria qui a reçu 2 vagues de colons de la Terre, 2 navires de prison fondant une colonie pénale, puis un bateau d'exilés politiques. Les descendants des prisonniers habitent principalement la cité. Les descendants des exilés politiques, le peuple de paix, habitent la ville de Zona. Ces derniers, dont l'activité principale est l'agriculture, veulent établir une autre vallée plus loin de la ville, mais c'est sans compter la vie de leurs dirigeants et l'envie de contrôler totalement la population. Voilà, donc on va être vraiment dans deux civilisations qui se sont retrouvées, enfin des groupes d'humains qui se sont retrouvés sur la même planète, mais avec des vies très différentes. Ceux qui vivent vraiment, je pense, dans la ville et ceux qui vivent au plus proche de la nature et de l'agriculture. Et effectivement, je pense qu'on va aller vers quelque chose d'un peu plus politique avec les gouvernants qui vont peut-être pas l'entendre de cette voix, enfin, ne vont pas vouloir laisser les gens pas faire ce qu'ils veulent, mais pouvoir, voilà, effectivement, développer leur agriculture. Bon, c'est toujours un petit peu le même problème hein, avec l'être humain. Il y a toujours est-ce qu'il va y avoir des clashs entre les deux civilisations, presque qu'on pourrait dire? Je sais pas trop. Bon, en tout cas, voilà, c'est très prenant. Ils sont pas trop chers. Bon, c'est le prix d'un poche, hein, 9,90 €, donc c'est bien. Le Durand. Et comme ça, je vais rentrer Ursula Le Guin. Du coup, je vais ouvrir mes paquets avec vous, que je viens de recevoir aujourd'hui. J'en attends plus beaucoup là quand même, hein, ça va. Oh, voilà. On continue avec ActuSF. C'est Mutation de Josepha Juillet, le tome 1 Animal. C'est collection Aya. Ils ont ouvert une nouvelle collection ActuSF, une collection plus young adulte. La couverture est superbe. Mais ouais, on a un peu de vernis sélectif. Josepha Juillet, j'ai un roman d'elle qui a été édité aux éditions Le Vent que je n'ai pas encore lu. Je l'avais rencontré aux Aminales d'ailleurs, l'autrice. Quand le destin du monde repose sur une seule rencontre. Il est costaud hein, quand même, hein, c'est un beau bébé. Hein. Quand le destin du monde repose sur une seule rencontre. Dans un monde post-apocalyptique, sous un régime inflexible et absolu, la faune et la flore ont totalement disparu. Les habitants n'ont plus qu'un seul lien avec la nature, leur totem, des animaux génétiquement implantés en eux, qui peuvent influer directement sur leur caractère et leurs capacités. Si pour la plupart ces mutations sont bénignes, d'autres se transforment en véritables bêtes, parfois incontrôlables et sont traquées et sont piégées par le gouvernement. Claire cache un lourd secret, elle est une mutation. En plus de son totem, elle possède le rare pouvoir de discerner ceux des autres, un don qu'elle doit dissimuler à tout prix. C'est alors qu'elle croise la route d'une mutation qui pourrait bien tout changer. Bon, ça a l'air pas mal. Alors, comme l'autrice est française, oui, on a la Tour Eiffel, je pense. Ah, non, c'est pas la Tour Eiffel. Voilà, c'est une Tour Eiffel, mais en bois. Je sais pas. Ça, c'est étrange. Bon, bah voilà. On avait dit que ce serait un mois ActuSF aussi. Bah voilà, j'ai déjà reçu mon 2e service presse. Bon, bah, merci beaucoup à eux parce que vraiment, c'est une maison d'édition qui me tient à cœur. Donc, j'avais repéré que Josepha Juillet écrivait pour eux aussi. Voilà. Puis comme c'est une toute nouvelle collection, bah, ça va être l'occasion de pouvoir la découvrir. Alors par contre, le plus gros paquet qui est là, je ne sais pas à quoi ça... Ah si, je crois savoir à quoi ça correspond. Vu la taille du paquet. Ah bah non, c'est pas ce à quoi je me... Ah celui-là, je me disais, mais je vais jamais le recevoir. Bon, en même temps, j'ai pas encore lu le tome 2, donc c'est pas une catastrophe. Je vais enlever le petit mot qui est dessus. Hop là. Ça, c'était...
Le tome 3 de La Confrérie du Sang, ah mince, il est un tout petit peu abîmé là, de John Gwynne, qui était en tournée en France. Malheureusement, il n'est pas venu dans le Nord. Le plus proche, c'était Amiens, ça faisait encore de la route. Puis je crois que je travaillais quand il est allé, il a fait le tour de plusieurs librairies. Mais du coup, je l'ai acheté directement sur le site de commande Léa pour avoir une dédicace, puisque j'ai pas l'occasion de le rencontrer. En plus, apparemment, les rencontres étaient bien faites puisqu'il y avait quelqu'un qui traduisait. Hein, donc ça, c'est super, parce que moi, étant nulle en anglais, je ne voyais pas trop voilà, traduire, enfin, puis parler en anglais. Mais bon, de toute façon, j'ai pas pu y aller, mais bon. Je me disais, tiens, je ne l'ai pas encore reçu, parce que ceux qui l'ont reçu en SP, on pouvait le demander en service presse, mais il fallait avoir lu les deux, et moi, j'ai lu que le tome 1 pour le moment. J'avoue que j'aimerais bien dégommer quand même le tome 2 assez rapidement pour pouvoir on va continuer ce tome 3, mais je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. J'adore leurs couvertures, elles sont superbes. Elles sont super. On est dans un univers très viking avec John Gwynne. Il a écrit, à l'autre ce sera une quadrilogie. Là par contre, voilà, ça se termine avec le tome 3, vraiment dans un esprit scandinave, viking, avec la voix de plusieurs personnages, quelque chose de très épique, beaucoup de guerre, beaucoup d'injustice aussi par rapport au traitement qui est infligé à certains humains. Voilà, et on va suivre des voies différentes. On va suivre une femme dont on a enlevé le fils. Il y a plusieurs enfants qui ont été enlevés, d'ailleurs on ne sait pas trop pourquoi. On va suivre une autre jeune femme qui est devenue guerrière, qui est sur un bateau avec... alors on ne les appelle pas des vikings puisque c'est un monde imaginé par John Gwynne, mais voilà, qui est très prenant. J'ai adoré le tome 1 qui est... c'est la fin... Non, c'est pas la fin des dieux. Je dis une bêtise. J'ai pas encore commencé l'autre quadrilogie, mais je voudrais finir celle-là quand même. Est-ce que c'est noté le tome 1? Non, c'est pas noté. Voilà, donc cette jeune femme, elle est comment... elle cache aussi un secret sur ses origines. Et on va suivre un jeune homme qui est un esclave, qui porte un collier qu'il réduit en esclavage, mais qui cherche voilà, à se venger. Et voilà, et ces personnages vont évidemment plus ou moins se croiser. Et la fin du tome 1, c'était... Je m'attendais pas du tout à ça, je l'avais pas vu venir. À bon sang quand même. Là, je me suis bien fait avoir et j'ai pas enchaîné avec le tome 2 tout de suite. Et bon, mais c'est vrai que là, bon, ça fait partie de mes envies de lecture, mais on verra bien. Moi, en tout cas, je suis contente. Par contre, c'est vrai qu'il est un tout petit peu abîmé là, comme ça. Et là en bas, il a été un petit peu... Pourtant, il a été bien... le carton était bien fait, mais bon. Tant pis. Bah, en ce moment, du coup, j'avais pris un petit livre, mais ça, je vous en parlerai plus tard pour ce week-end. Enfin, non, pas un petit livre, un livre de poche. Pour le transport, c'était plus simple. Et puis, j'ai pas lu le petit mot, tiens, de Fureur des dieux. C'est très gentil. C'est une belle lecture ainsi qu'un très bel été. C'est très gentil. Oui, donc je vous disais, j'ai pris un livre de poche, notamment pour aller sur la plage. J'ai bien fait parce que lundi, on a passé quand même pas mal de temps sur la plage. Donc j'ai pas mal avancé. Voilà, c'est Anthony Ryan, l'Alliance de Fer, le tome 3 que j'attendais avec tellement d'impatience. Ça me fait rire parce que j'enchaîne de John Gwynne à Anthony Ryan, qui ont été deux découvertes l'année dernière que j'adore dans de la high fantasy en fait. Et c'est... vraiment génial. Et en fait, j'avais lu les deux premiers tomes, je les avais empruntés en médiathèque départementale. Et le tome 3 est sorti l'année dernière, en avril, et je me suis dit, chouette. Et à ce jour, ils n'ont toujours pas le tome 3 de l'Alliance de Fer. Je me suis dit, je suis partenaire Brajolon cette année. Avec un peu de chance, il va sortir en poche, je l'aurais peut-être, ou sinon je l'aurais acheté, hein, tant pis. Et en fait, j'avais vu, bah oui, en préparant mes sorties, j'avais vu qu'il sortait en mai. Effectivement, Brajolon me l'a proposé en service presse. Bon, autant vous dire que j'ai sauté dessus. Depuis le temps que j'attends, bon, je vous en parlerai un petit peu, mais alors c'est vrai que du coup, il y a eu pas mal d'écart entre le tome 2 et le tome 3, donc des fois, c'est pas toujours évident pour accrocher les wagons. Mais je vais m'arrêter là pour ce vlog, parce que sinon, il va durer encore 3 heures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez vous en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, pour donner de la force et de la visibilité à la chaîne, à liker, à laisser un petit commentaire. Puisqu'on est dans la high fantasy, vous pouvez mettre une épée ou les doubles épées là qui sont très chouettes, là j'aime beaucoup ça, ou une simple épée. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et puis pour une nouvelle vidéo. Bye bye.